quand même nous protège des crises européennes. C'est-à-dire que quand 50% des transactions se font des transactions mondiales, se font en euros, il y a quand même un phénomène de confiance fondamentale. Et puis quand à l'intérieur de la zone euro, vous avez 60% des transactions qui se font également en euros, c'est-à-dire que tout ça, c'est à l'abri des attaques, donc c'est merveilleux. Alors c'est vrai que l'euro, ça nous a pas protégé de la crise mondiale. C'est vrai que l'euro, c'est un problème face à la croissance, puisque tous les pays qui sont à l'extérieur croissent mieux et plus. Bien que en ce moment, on pourrait se poser quand même quelques questions sur ce qui se passe à l'extérieur de la zone euro. Le problème, pour moi, c'est le problème de la gouvernance. C'est-à-dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que n'importe quel pays, pour défendre sa propre compétitivité à l'intérieur de l'euro, faute d'harmonisation, peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'Allemagne, la fameuse pression sur les salaires, on connaît les taux de fiscalité des entreprises qui peuvent être de 33 chez nous et puis de 12,6 chez les Irlandais. Voilà, chez les Irlandais. Donc le débat, pour moi, c'est l'euro, c'est bien, mais il faut qu'on puisse aller vers un fédéralisme économique. Le mot est lâché. Mais oui, moi j'ai aucun problème. Mais il faut qu'on aille vers un fédéralisme économique. Il faut que on arrête de dire que ça va être 3 réunions de Van Rompuy avec deux ministres des affaires économiques qui vont faire qu'on aura une gestion économique de l'euro. Il faut qu'on puisse globaliser les dettes, etc. Il faut que la Banque centrale européenne, économique, eurobonds et tout ça. Voilà, il faut que la Banque centrale européenne puisse prêter à taux zéro aux États, etc. Ok. Jean-Jacques de Balazy, réaction à tout ce que j'ai cité à propos des... Alors je précise que l'UPR aujourd'hui est quand même une formation politique qui politiquement n'existe pas. Vous me disiez que vous aviez un élu local à Perpignan. Cette formation existe au travers des conférences fleuves que tient François Asselineau à travers la France. Calendrier 2011, très impressionnant de conférences publiques. Réaction de Jean-Jacques de Balazy. Non, moi je trouve que toutes les opinions sont légitimes et je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui réfléchissent de façon conceptuelle et qui prennent du recul, puisqu'on remonte tout de suite au XIIe siècle. Enfin, donc je trouve mais non, mais si on écoute François Asselineau, les arguments sont... Donc, tout est très argumenté chaque fois. Oui, mais absolument. Donc, je trouve ça très bien d'ancrer ça dans une réflexion historique et philosophique. Moi, je suis un technicien et ce que je constate de façon pragmatique, c'est qu'on est dans l'euro, qu'il y a eu un bon départ, je trouve, au moment en 1956. Je trouve que maintenant, effectivement, il y a une dérive, que 27 pays, c'est ingérable. Mais enfin, on est dedans et je pense qu'il faut plutôt... Moi, je trouve qu'il vaut mieux réfléchir aux façons d'essayer d'améliorer la chose, probablement avec plus d'intégration, une gouvernance beaucoup plus resserrée, qui probablement va se traduire par peut-être l'exclusion à un moment ou à un autre de tel ou tel petit pays. Voilà, mais ceci dit, voilà, bon. chacun le droit. François Asselineau, on a une minute avant de marquer une pause. Donc, alors, plus de gouvernance, aller de l'avant vers quand même de l'Europe, même si elle ne sera pas forcément à 27 à terme. Oui, écoutez, ce que je voudrais d'abord dire, c'est d'abord de vous remercier. De remercier BFM parce que pour la première fois, on va pouvoir commencer à parler d'un vrai sujet. Il y a dans les traités européens, dans le traité de Lisbonne, un article qui s'appelle l'article 50. J'en ai fait référence. Mais vos auditeurs ne sont pas forcément au courant, qui précise les modalités de sortie juridique de l'Union européenne pour un État. Donc nous disons, nous sommes un mouvement politique extrêmement légaliste qui se fonde sur le droit et nous disons, puisqu'il y a un article qui prévoit de sortir de l'Union européenne, ça veut dire que c'est possible. Et si cet article existe, on a peut-être le droit d'en parler, d'envisager ce que ça donnerait si on en sortait. C'est ça la question. Donc déjà, c'est le premier point. Le premier point, c'est déjà de sortir de ce carcan intellectuel qui nous oblige à croire que l'on ne peut plus jamais sortir. Vous citiez hier, je crois, cette parole de Yves Thibault de Silguy qui disait que l'euro était une autoroute sans sortie. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'une autoroute sans sortie? Vous imaginez d'entrer sur une autoroute sans sortie? Mais c'est terrifiant, c'est un cauchemar. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a une possibilité d'en sortir. Alors je connais bien entendu, tous les arguments que l'on peut nous opposer. Bien entendu, on veut faire de nous des gens qui seraient coupés des réalités, qui voudraient transformer la France en Corée du Nord, qui voudraient nous barricader. Moi, je dis simplement, mais attendez, regardez la Suisse, regardez la Norvège. Ce sont des États d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont classés par le programme des Nations Unies, par le PNUD, sur le développement, en fonction de l'indice calculé, l'indice IDH, comme les États du monde où l'on se porte le mieux. Donc, ce que nous disons, nous, et je pense que vos auditeurs qui sont sensibles à ça, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faudrait faire le bilan. 19 ans après Maastricht, il faut faire le bilan des promesses et des résultats. On marque une pause, il est 9h15, faisons le bilan. 10h, Nicolas Dose et les experts.
Des réactions d'auditeurs, notamment aux propos tenus lors du premier quart d'heure. Pas mal d'auditeurs qui sont très contents d'entendre François Asselineau sur ce plateau. D'autres qui, en l'écoutant, sont un peu inquiets, je ne vous le cache pas. Et puis alors, la réaction de Jacques qui m'écrit depuis Strasbourg. La Norvège a le pétrole, la Suisse a ses banques. La France, elle a quoi? Le saucisson ou le pinard, écrit-il. Et puis, il y a un mail quasi identique. La Norvège, émirat pétrolier scandinave. La Suisse, position de monopole de coffre-fort. Exemple non comparable, monsieur Asselineau. Oui, bien sûr, les exemples ne sont jamais comparables. Simplement, ce qui est incontestable, tous les statistiques le montrent, c'est que la France, le peuple français est en train de s'appauvrir. Pas seulement lui d'ailleurs, mais il suffit de voir les statistiques des Restos du Cœur, du Secours populaire, ou bien tout simplement les statistiques de l'INSEE. Et puis par ailleurs, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que la France se porte mieux qu'il y a 20 ans? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que le rayonnement de la République française est le même que celui qu'il y avait il y a 20 ans? Mais je ne laisserai pas cette analyse uniquement aux frontières françaises. Le monde créditeur de l'après-Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale a simplement changé. Regardez, on pense que ce sont peut-être les BRICS qui vont apporter le financement dont les États ont besoin. Oui, ce qui d'ailleurs... La France. Vous avez raison. D'ailleurs, il n'y a pas que la France, mais vous reconnaissez que les prémices qui avaient été faites, les promesses qui avaient été faites au moment des négociations qui ont abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce par les accords de Marrakech du 15 avril 1994. On nous avait expliqué, rappelez-vous le livre de M. Minck sur la mondialisation heureuse, nous avait expliqué que la déréglementation généralisée des mouvements de capitaux, de marchandises et de services allait aboutir à une espèce de fiesta mondiale et que ce serait plus de croissance, plus d'emplois, plus de bonheur pour tout le monde. On constate que c'est faux. Bon. Réaction, Philippe Lenchener et Jean-Jacques de Blézy. Quand vous voulez, les micros sont ouverts. Oui, alors un petit point. Bon, d'abord, à nouveau, dans ce que dit Monsieur Asselineau, il y a plein de choses vraies et il y a plein de choses intéressantes sur comment la France, de manière égoïste, pourrait à très court terme se sentir mieux. Ce qui est intéressant, c'est que et j'espère que ça éclairera mieux les critiques de 1992, de 2005, de ce qu'on appelait les nonistes. Le débat, c'est un débat de civilisation. C'est la France, pourquoi faire, et l'Europe, pourquoi faire. Le débat, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire, ça c'est quand même un truisme exceptionnel, mais où tout n'est que rapport de force. Et le débat, pourquoi il faut une Europe et pourquoi il faut des gouvernements de l'Europe, c'est que je vais prendre quelques exemples pour que l'on s'en sorte et pour qu'on puisse porter et peser sur le monde. Il faut par exemple une idée qui est celle du protectionnisme européen, du protectionnisme écologique et du protectionnisme social. Comment faire ça à l'échelle de la Suisse? Comment faire ça à l'échelle de la Suède ou de la Norvège? On ne peut le faire pour pouvoir peser qu'à l'échelle de l'Europe. Je prends un autre exemple. Si on voulait essayer de peser sur les marchés financiers en essayant de réguler des choses, si on voulait interdire du trading à haute vitesse, si on voulait exiger d'avoir la connaissance des hedge funds pour savoir d'où ça vient, si on voulait peser sur les crédits défaut swap, etc. Et si on voulait par exemple démanteler des paradis fiscaux, rien de toutes ces choses-là ne peut se faire uniquement à l'échelon national. Donc, au-delà du débat, est-ce qu'on sort de l'Europe ou pas, et est-ce qu'on sort de l'euro ou pas, il y a le débat de pourquoi faire. Vous parlez du rayonnement de la France il y a 20 ans, moi je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on parle d'une France qui voulait peser au niveau mondial. Et à l'époque du général de Gaulle, une France pouvait peser dans le cadre d'alliances. Aujourd'hui, une France ne peut peser que si elle appartient à un bloc qu'elle domine mentalement et intellectuellement, et ce bloc lui-même peut peser. Donc, allez bien. Et que la France aille bien, c'est les fameuses saignées des médecins de Molière, c'est qu'on va aller bien à court terme, mais si ensuite notre voix manque dans le monde et qu'on ne peut pas peser, à l'arrivée, on ne peut pas impulser une nouvelle renaissance et les barbarismes de tous les côtés, économiques, sociaux et écologiques, nous tombent dessus. Réaction, François Asselineau. Bref, parce que je veux laisser quelques instants pour... alors là, nous venons d'avoir une présentation qui est très habituelle. C'est celle selon laquelle, par exemple, la France et le monde se dirigeraient vers un monde multipolaire et la France serait forcément dans l'Union européenne. Le problème, c'est que c'est faux. C'est totalement faux et c'est démenti constamment et tout le temps. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la francophonie ? Qu'est-ce que c'est que le Commonwealth? Qu'est-ce que c'est que les sommets de l'hispanophonie ou de la lusophonie? Qu'est-ce que c'est que le G8? Qu'est-ce que c'est que toutes ces configurations différentes? La réalité des choses, si vous voulez, c'est que un jour, on va avoir le président de la République française qui va proclamer son grand soutien à l'Union européenne, il n'y a pas mieux, et le lendemain, je ne parle pas forcément de M. Sarkozy, c'était vrai de M. Chirac, le lendemain, il va aller en Chine et il va signer, et j'en sais quelque chose puisque j'ai accompagné, moi, M.
Chirac, en Chine, on a été reçu à Zhongnanhai par le président Jiang Zemin. On va signer un accord de coopération stratégique franco-chinoise pour mieux se battre contre qui? Pour mieux se battre contre les industriels allemands qui font la même chose avec les Chinois. Donc le monde d'aujourd'hui, ça n'est pas un monde multipolaire, c'est faux. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'une intrication complète d'intérêts. D'ailleurs, lorsque, par exemple, on nous dit qu'il faut faire l'Europe pour avoir des géants européens en matière industrielle, vous savez que lorsque c'est le cas, la Commission européenne, en vertu de la lutte contre les monopoles, interdit souvent les fusions. Vous savez, par exemple, que Renault a racheté le japonais Nissan pour mieux lutter contre Daimler-Benz, par exemple, qui avait racheté Chrysler. Donc, nous avons affaire, en réalité, à un monde où il y a une intrication d'intérêts et que le périmètre de l'Union européenne ne correspond pas aux intérêts des entreprises, par exemple. Si je puis me permettre, vous n'avez pas répondu à la question, si je puis me permettre. Je peux répondre à votre... Non, regardez, je me permets de la reformuler. Si nous pensons que c'est mauvais que des petits-enfants chinois pédalent quelque part dans un sous-sol pour faire des vêtements, et si nous pensons qu'il est mauvais qu'il y ait des désastres écologiques dans les productions de produits, la France seule ne peut pas exiger que ces règles soient respectées en échange d'une protection frontière. Donc, comment, autrement qu'au niveau européen, pouvoir peser sur ce monde? Eh bien, il faut faire comme les autres. Comment ça se passe à l'Organisation mondiale du commerce? Est-ce que vous avez par exemple entendu parler des pays du groupe de Cairns? Ce sont les pays qui se rassemblent sur un intérêt commun, par exemple en matière agricole, où vous avez la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Argentine, qui se réunissent pour défendre un intérêt. Et puis ensuite, ils se réunissent dans d'autres cercles pour défendre d'autres intérêts. Ce qui est absurde dans la construction européenne, c'est que on postule que parce que nous sommes contigus géographiquement, nous avons les mêmes intérêts. C'est faux. La France défendrait beaucoup mieux ses intérêts, et notamment les questions écologiques, si par exemple à l'ONU ou à l'Organisation mondiale du commerce, elle faisait alliance avec des pays qui pensent comme elle. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Je suis avec Jean-Jacques de Balazy, le directeur de Barclays Capital France, Philippe Lenchener, le fondateur de l'agence Value, et François Asselineau, il est inspecteur général des finances et il a fondé en 2007 l'Union populaire républicaine, l'UPR, un parti qui veut rendre à la France son indépendance et l'outil principal étant d'user de l'article 50 du traité de Lisbonne qui permettrait à notre pays, tel que le prévoit cet article, de sortir de l'Union monétaire, de l'Union économique, de l'Union européenne, pardon, et donc de facto de l'euro. On a dit beaucoup de choses dans la première demi-heure qui tournaient en fait sensiblement autour des idées de l'UPR que j'ai évoquées. Jean-Jacques de Balazy, réaction à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous rejetez? Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous entendez ça, sachant qu'on n'est pas très très loin de l'état d'esprit d'un Montebourg à sa manière, de l'état d'esprit d'un Villiers, d'un Dupont-Aignan, d'une Marine Le Pen, voilà. Non, mais sans faire de politique, moi je suis un peu perturbé par l'écart que je perçois entre le diagnostic et la solution qui est proposée. Le diagnostic qui est de dire que on est dans un monde dans lequel il y a une imbrication d'intérêts, ce qui est vrai, oui. Et puis la solution proposée qui est de dire il faut sortir de l'Union européenne et ça réglera les problèmes. Moi je pense qu'il est réaliste de reconnaître que l'imbrication d'intérêts fait qu'il y a des cénacles qui ne sont pas obligatoirement les mêmes pour chaque solution et que l'Union européenne et l'euro n'est pas la solution, la panacée à l'intégralité des problèmes que nous avons et que effectivement que ce soit à l'OMC ou que ce soit sur le plan culturel, etc. Probablement, il faut savoir être dans des cercles différents et parfois, effectivement, on est en concurrence avec nos partenaires de l'Union européenne. On en est bien conscient. Un exemple sur la régulation financière, puisque je suis banquier et que c'est un sujet qui est quand même d'actualité. Le sujet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il est clair que si chaque pays décidait lui-même de ce qu'il veut faire pour ses banques, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que des banques seront en désavantage par rapport à d'autres et donc il y aura un déséquilibre fondamental. Donc il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire de faire que toutes les banques ou toutes les institutions qui sont soumises à régulation soient soumises à une régulation qui soit comparable et qui impose les mêmes contraintes. C'est pas l'euro qui a imposé. Ça n'est pas l'Union européenne non cette plus. Prise de conscience et de régulation forcément mondiale. Et l'Union européenne n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà. La preuve, c'est qu'il faut absolument que les États-Unis acceptent que leurs banques soient soumises aux mêmes choses. Mais la solution n'est probablement pas de sortir de l'Union européenne. Elle est plus complexe. Donc moi, je comprends très bien qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Je pense d'ailleurs au fond que c'est assez à la mode de dire qu'il faut sortir
sortir de l'euro. Je veux dire, c'est quand même une thèse qui Ça fait 4 ans progresse. visiblement que François Asselineau est Oui, sur mais cette- c'est une thèse qui progresse un peu Non, non, partout. attends, Moi, je pense que c'est pas la solution. D'accord. Mais je pense que la solution n'est pas non plus de dire que c'est une autoroute, comme vous le disiez, une autoroute sans sortie, enfin comme le disait Monsieur Tilgui, parce que c'est aberrant. On n'est pas dans Oui. le domaine de la crédibilité. Comme De la disait- crédulité. On doit être dans le domaine du pragmatisme, de voir quelle est la meilleure réponse qu'on peut apporter à chaque type de problème. Jean-Marc Vittori des Échos mercredi nous disait très clairement oui, ça n'est pas prévu par les traités, mais enfin il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues qui finissent par se produire. Donc c'est pas prévu par les traités, c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Réaction François Asselineau à ce que disait Jean-Jacques de Balasie, et tout de suite je vous pose la question. D'accord, ok, article 50. Alors vous récupérez une France qui a 90% de dette publique libellée en euros. Vous récupérez une France qui vieillit, qui a un État-providence en faillite. Vous récupérez une France avec 9% de chômeurs et une France qui ne produit pas sur son sol les produits que nos compatriotes consomment. Là, après, je ne sais pas comment vous faites. Mais sinon, réaction à ce que disait Jean-Jacques. Écoutez, il est très difficile en l'espace de quelques instants, de quelques minutes, Je suis d'accord, c'est même pas possible. d'apporter des réponses à des sujets qui sont d'une importance considérable. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis 19 ans qu'a été ratifié le traité de Maastricht, 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on explique aux Français que c'est formidable. Ça, c'est le passé, François. Donc, oui, d'abord, Demain. donc, comme pour une fois que l'on commence à proposer une autre chose, il faut avoir un petit peu de temps. Je voudrais réagir sur une première chose. C'est que nous, à la différence, et ce qui a d'ailleurs été dit tout à l'heure, nous n'avons rien à voir ni avec le Front National, d'accord, ni on avec l'a les dit, on autres. l'a dit, Nous voulons monsieur, on l'a dit. sortir de l'Union européenne. Oui, on l'a dit. Alors Une fois. maintenant, sortir de l'Union européenne, ça n'est pas se fermer du monde. Si nous sortons de l'Union européenne, le lendemain, il y aura toujours, la France sera toujours au milieu des autres. On est au franc. On est au franc si Bon, on sort alors, de l'Union. l'idée, c'est de revenir au franc. Avec ce que nous proposons, c'est une parité de 1 franc pour 1 euro. Maintenu pendant, pour toute une série de raisons techniques, pour justement lutter contre l'inflation. Et ensuite, en maintenant un taux de change qui soit fixe pendant quelques semaines. Et puis ensuite, nous verrons. Il est de notoriété publique, et c'est pas à vous que je vais le dire, notamment à vos auditeurs, que l'euro est beaucoup trop surévalué par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. C'est la raison pour laquelle nous avons des déficits commerciaux abyssaux. Bon, il faut quand même prendre en compte le fait que nous perdons actuellement des centaines d'emplois industriels par jour ouvrable depuis maintenant plusieurs années. Ça n'est pas uniquement moi qui le dis. Regardez ce que disent quelqu'un comme Louis Gallois. C'est du diagnostic, Eh bien François donc, Asselineau. C'est du diagnostic, nous ce que vous disons dites. aux Français, la première chose à faire, c'est pas qu'on veut se refermer sur le monde, c'est qu'il faut que les Français redécident par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. On fera pas le débat toute l'heure, mais je veux absolument parler de l'actualité du jour. Donc voilà. Primo, on retourne au franc avec un peg de 1 pour 1 face à l'euro pendant quelques semaines et après on verra. Alors on en reparlera. Jean-Jacques, les banques centrales, c'est quand même l'actu du jour et c'est l'objectif de cette émission. Ce qui s'est passé hier, attendu, logique à partir d'un certain moment de stress où il fallait agir tout de suite, maintenant, immédiatement, massivement, de manière indubitablement convaincante. On peut pas dire que c'était particulièrement attendu, on peut pas dire que ce soit particulièrement illogique. Je pense qu'il faut pas accorder plus d'importance à cela que ça n'en a. C'est-à-dire que c'est tout à fait important de montrer que... Je crois que le plus important, c'est de montrer qu'au fond, les banques centrales et les autorités ont encore des moyens de réagir à ce qui se passe, qu'on n'attend pas et qui sont un peu... Et donc, comme ils disent toujours, on a des marges de manœuvre que vous ne soupçonnez pas. Ben, la preuve, c'est une marge de manœuvre qu'on ne soupçonnait pas particulièrement. Alors bien sûr, c'est un truc à court terme. Bon, c'est pour régler quand même... 4 mois, c'est presque du long terme en ce mais moment. c'est aussi Du pour moyen, régler, en tout cas, c'est aussi pour régler un problème qui était un problème de forme et qui allait devenir peut-être probablement un problème de fond, mais enfin qui était un problème de fond, c'est-à-dire un manque de liquidité en dollars pour des banques de taille moyenne. Et donc le sujet était effectivement, il fallait régler ça parce que c'est comme Problème un de petit. forme. Non, mais c'est comme un petit. Jean-François Saint-Marcelli, C'est de la comme un Générale. bouton qui s'enflamme, si Oui, vous mais voulez. enfin- Donc au début c'est un petit bouton, puis ça s'enflamme Oui. et ça devient grave. Donc Jean-François effectivement, il fallait le Saint-Marcelli, faire. Société Générale, nous a dit qu'il était passé pour son établissement de 72 milliards de trésorerie dollars à 33. À 33, Bon, mais et il a puis, dit mais il a également dit qu'il y avait un certain nombre d'actifs en euros qu'il avait swappé en dollars, donc il a C'est trouvé juste, une marge oui, de manœuvre. c'est juste, Donc c'était pas, mais c'est effectivement dans le monde actuel et avec la vitesse à laquelle se précipitent les nouvelles, je pense les autorités devaient pouvoir réagir, et donc je pense que c'est une bonne chose. Bon, ce n'est pas un problème, c'est pas un point structurel. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il peut y avoir une coopération avec les banques centrales. Philippe Lenchener, réaction à cet événement d'hier. Alors très rapidement, parce que je ne suis pas un technicien, hein, mais si on fait de l'économie politique,
On peut se voir une chose, c'est que donc en l'absence d'un gouvernement européen économique et a fortiori mondial, des gens qui n'ont pas le droit de gouverner l'euro peuvent gouverner le dollar par contre. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement surprenant. C'est-à-dire que vous avez, alors qu'on se bat pour pouvoir autoriser une banque centrale européenne à prêter directement à des États à taux nul, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit. Je crois, alors sous votre contrôle à tous les trois, je crois que c'était en 97, je ne sais plus dans quelle ville, qu'on avait décidé que on n'avait pas le droit de gouverner l'euro. Et donc moi c'est toujours ma marotte et toujours mon dada. Aujourd'hui donc on s'en remet à une autorégulation. Cette autorégulation des banques centrales aujourd'hui elle nous sert car elle colle de l'euphorie dans l'économie et c'est bien. La seule chose c'est que comme il y a une autorégulation qui nous fait du bien ce matin, il pourrait avoir une autorégulation plus restrictive qui nous ferait du mal demain. Et donc il faut vraiment qu'on arrête d'avoir ces canards sans tête qui peuvent courir dans tous les sens et faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs je viens de dire une bêtise parce qu'ils ont une tête là, d'ailleurs c'est pas des canards sans tête, c'est des canards avec tête. Mais je vois que tout ça se fait encore en dehors des peuples et en dehors du contrôle des parlements et des autorités politiques. Et ça, c'est très compliqué quand même. Le problème, c'est qu'actuellement, le temps politique n'est pas le temps des marchés. Et sauf si vous avez un fédéralisme européen. Oui, mais Philippe... Sauf si vous avez un gouvernement économique. Donc on en revient toujours au même sujet. Et de vous à moi, je ne comprends pas comment, parce que j'ai vu hier soir le débat des socialistes, je ne comprends pas comment des hommes politiques, voyant tout cela, peuvent ne pas se saisir de ce problème. C'est incroyable. Dans un instant de François Asselineau, mais juste un point sur l'urgence. Souvenez-vous quand même des événements du début du mois de mai 2010. En 48 heures, on a un stress de marché très important, avec des risques de banqueroute d'établissements financiers très importants. Et là, comme hier, phénomène massif, ultra convaincant et inattendu. Voilà. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le temps de convoquer le Bundestag. Voilà, c'est pas possible. Sauf si vous avez un gouvernement économique européen et politique européen. Réaction dans un instant, 9h44. La dose et les experts. Un quart d'heure avec Jean-Jacques de Balazy, Philippe Lenchener, François Asselineau. Alors, l'intervention des 5 banques centrales les plus puissantes du monde au chevet de l'accès à la liquidité en dollars pour les banques mondiales. François Asselineau, comment vous interprétez l'événement qui a propulsé tous les marchés dans le vert et ressuscité les valeurs bancaires avant la clôture hier? Il y a deux choses. Premièrement, les marchés financiers, à mon avis, ont la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que ça s'est déjà produit en 2008, en 2010, et que c'est très régulièrement qu'on essaie de redonner vie à un cadavre. Alors d'ailleurs, vous voyez que le rebond est finalement déjà limité, on n'est plus qu'à 0,2, et sur les 10 derniers jours, on a perdu 6,7% sur le CAC. Donc cette nouvelle annonce, parce que c'est un effet d'annonce, il ne s'est rien produit. Le 7 octobre ou 6 octobre, il y aura les premiers prêts à 3 mois. Aujourd'hui, il ne s'est rien produit concrètement. C'est comme la téléconférence de M. Sarkozy et de Mme Merkel. Il y a eu des belles paroles, mais il ne s'est rien produit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, la Banque du Japon, qui a 5 voix, vous disent qu'il y aura accès illimité en dollars, il se produit rien. Oui, bien sûr. Dire ça, il s'est produit quelque chose. Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce que les anglo-saxons appellent du lip service. D'accord. Deuxièmement, c'est un beau proverbe chinois que je voudrais vous citer. Ça s'appelle faire de l'irrigation en période de crue. Parce que finalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de pays qui sont surendettés et à quoi? Et en gros, pour rassurer les marchés, on réinjecte des liquidités. Mais c'est quoi exactement? En quoi est-ce que l'on règle le problème de fond des pays occidentaux? Ok, ça ne règle pas le problème de fond, ça d'accord. Ben oui, mais moi sur cette table, je peux vous donner dans la seconde 50 milliards d'euros. Allez-y. Eh bien, j'y vais. Je vous le donne. C'est un cadeau pour vous. C'est un billet de 100 milliards de Deutschmark de septembre 1923. Bon. Et ça représente, vous savez qu'un Reichsmark, c'était des Reichsmark à l'époque, le mark a été changé en gros 1 euro égale 2 marks. Bon. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire, tout simplement, à des artifices comptables qui n'ont aucune prise sur la réalité. Oh. D'ailleurs, ce petit billet, je vais vous en faire cadeau, ce petit billet de 100 milliards de marks vous explique pourquoi il ne peut pas y avoir d'entente européenne. Parce que ce qui est fascinant, en France, c'est que les européistes, comme nous les appelons, ne parlent de l'Europe qu'au regard du prisme français.
Il faut bien comprendre ce que c'est que la mentalité du peuple allemand. Le peuple allemand a vécu un traumatisme effrayant en 1923. Et donc, inflation, Weimar, 33. Ils ne peuvent pas supporter de voir actuellement le bilan de la Bundesbank se dégrader. Je suis d'accord. Donc, de la BCE plutôt. De la Bundesbank aussi. Bundesbank. Et oui, vous savez que les banques centrales nationales existent, elles font partie de l'eurosystème. Et donc, et ça c'est un élément très important, c'est qu'il y a actuellement une migration des comptes des pays, parce que vous savez que les euros ne sont pas tous identiques juridiquement. Un euro en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Un euro en Allemagne, c'est une créance sur la Banque centrale allemande. Donc vous avez évidemment un certain nombre de grandes fortunes ou d'entreprises qui font transiter leurs comptes des banques commerciales qui sont en Grèce, au Portugal, en Italie, en Allemagne, parce que là, ils transfèrent, c'est la carrosse la citrouille qui se transforme en carrosse. Leurs euros qui étaient des créances sur la Banque centrale de Grèce deviennent des euros qui sont des créances sur la Bundesbank. Ceci est en train de plomber le bilan de la Bundesbank et c'est la raison pour laquelle les Allemands, et nous le savons, parce que nous avons quand même dans notre mouvement politique un certain nombre d'experts qui nous ont rejoints, et nous savons que les Allemands jamais ne voudront continuer à dégrader le bilan de leur banque centrale. Jean-Jacques Abalazi, votre avis sur finalement c'est irrigué un fleuve en crue? Pas forcément là-dessus, mais sur ce que vient de dire François Asselineau, parce qu'on est parti de l'intervention des banques centrales pour retomber sur les euros grecs. J'ai dit moi-même que c'était une mesure qui était nécessaire parce que pour éviter l'inflammation d'un bouton, mais que ça ne réglait en rien les problèmes de fond. D'un autre côté, il y avait un moment, il y avait effectivement une peur, un peu panique que des banques n'aient pas accès à un financement en dollars et il fallait régler ce sujet. Alors probablement, c'est vrai qu'on est obligé dans ces temps-ci de prendre un peu des marteaux pour écraser une mouche et d'avoir 5 banques centrales qui se concertent pour dire qu'elles vont fournir du dollar à des banques qu'on aurait besoin. C'était peut-être pas nécessaire dans un temps normal d'avoir 5 banques centrales qui fassent cet effet d'annonce. Mais en même temps, voilà, c'est la façon de régler une crise et puis on passera à la suivante ensuite, c'est sûr. Projetons-nous 3 jours plus loin. Qu'est-ce qui pourrait sortir de l'Ecofin qui se tient en Pologne à compter d'aujourd'hui, où exceptionnellement nous avons quand même le secrétaire Tim Geithner, secrétaire d'État américain Tim Geithner qui sera présent. Qu'est-ce que vous imaginez lundi matin là? Alors, Philippe Lenschener, peut-être? Moi, une chose, si on explique qu'il y a un Glass-Steagall Act et puis qu'on a obligé des banques à se séparer, leurs activités de marché, leurs activités de dépôt, sera formidable. Parce que vous croyez que ça, ce ne sera pas pour lundi. Non, mais je vous rappelle que tous les matins, on se réveille en se disant... Tiens, j'allume BFM, bien évidemment, ma radio chaque matin, et je me demande si quelqu'un, parce qu'il a joué dans son coin, dans un système où il n'y a aucune façon de le contrôler, est-ce que oui ou non, sur ma banque, il a fait qu'il y a un trou de 2 milliards ou pas? Mais comment est-ce possible que chaque matin, on puisse permettre que ce risque existe? Et pour que quoi? Pour que ensuite on recommence à devoir financer à quelques dizaines de milliards de dollars des banques parce que des systèmes s'écrouleraient, etc. Je ne comprends pas que des années après, on ne s'attaque pas aux racines des maux. C'est pour moi, très sincèrement, incompréhensible. Jean-Jacques. Mais on s'attaque aux racines des mots. Je pense que ce que Philippe veut dire, c'est qu'on ne s'y attaque pas assez rapidement et assez fortement, mais on s'y attaque. Regardez, non, ça c'est pas vrai. On peut pas dire que rien n'a changé. On peut dire que ça ne change pas assez vite. On peut dire que ça ne change pas obligatoirement toujours dans la bonne direction, mais on peut pas dire que rien n'a changé. Les banques sont soumises de plus en plus à des contraintes et elles sont obligées de revoir de façon drastique leur business model. La seule chose, c'est que ce sont des éléphants, ce sont d'énormes bateaux et donc ça met des années. Regardez l'Angleterre qui a été. Donc il faut être violent. Oui, il faut être violent, mais c'est violent la seule chose, c'est qu'effectivement, les politiques s'arrêtent à un certain moment. Alors, bien sûr, les banques, à ce moment-là, elles attendent que les politiques reviennent et leur demandent de le faire. Elles vont pas être toujours volontaires pour se faire massacrer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des changements de comportement importants. Regardez l'Angleterre, qui est considérée comme le terrain le plus débridé de la finance mondiale. C'est lui qui sort ce rapport Vickers, la commission Vickers, qui est un rapport qui fait à peu près 360 pages et qui explique, dans lequel il y a beaucoup de choses. Tout ne se fera probablement pas comme prévu, mais il y a des vraies choses. Les principales banques anglaises, dont Barclays d'ailleurs, ont reconnu la validité de l'approche. Elles ne sont pas d'accord avec un certain nombre de modalités, elles vont en discuter. Mais enfin, c'est quand même assez amusant de penser que c'est probablement l'Angleterre qui va donner la direction vers une banque beaucoup plus réglementée, régulée, beaucoup plus raisonnable peut-être que ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. C'est l'Angleterre, pays de la City, qui nous invente l'État-providence dans les années 40, en 42. Ils sont quand même pionniers dans pas mal de choses. Ils sont pragmatiques. Il y a quand même beaucoup d'économistes qui soient pro-marché, qui soient pro-État, qui étaient tous britanniques. On a moins d'une minute, François Asselineau. Nous sommes lundi, l'Ecofin a eu lieu avec Tim Geithner en guest star. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en attendez? Eh bien, écoutez, moi, ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a le ministre des Finances américain qui est là, qui est tel le vice-roi des Indes, qui vient dire exactement ce qu'il faut faire. Donc, j'en profite, puisque nous n'avons que très peu de temps,
pour dire à tous vos éditeurs de se renseigner et notamment de lire le Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui a révélé les documents de confidentielle défense du département d'État américain où l'on apprend que le 11 juin 1965, la direction Europe du département d'État américain conseillait au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommandait d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. En d'autres termes, ça n'est pas de la conspiration, ce sont des documents déclassifiés de l'administration américaine. Nous savons que ce sont les Américains qui, depuis 1949, ont poussé à la construction européenne. Je renvoie sur le site de mon parti politique pour un dossier concernant Robert Schuman. Et nous savons désormais que ce sont également les Américains qui ont poussé à l'euro. C'est la raison pour laquelle les Américains sont justement vent debout pour obliger Mme Merkel à rester contre les intérêts du peuple allemand dans l'euro. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Bon, on a fini, messieurs. Il est 9h56. On verra donc lundi.